Partout dans les pays du printemps arabe, les islamistes ont progressé. Alors faut-il s'en inquiéter? Les libertés vont-elles reculer? Va-t-on vers des sociétés plus conservatrices, plus religieuses et plus machistes? Nous ouvrons le débat ce soir et vous êtes bien sûr à Infrarouge. En quelques mots, là, vous êtes en train de faire quoi? Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. L'islam est-il compatible avec la démocratie? La question se pose depuis que la charia a été proclamée en Libye, depuis que le parti islamiste Ennahda a gagné les élections en Tunisie. Alors nous allons débattre avec nos nombreux invités, mais tout d'abord on commence avec cette petite présentation de nos deux invités principaux. Lina Benmeni, 28 ans, militante et cyberactiviste tunisienne. Son blog a fait le tour du monde. C'est la nouvelle façon de faire la révolution, pas dans la rue, mais sur Internet. Avec plein de récompenses à la clé, le prix du meilleur blog 2011 et une nomination au prix Nobel de la paix. Tariq Ramadan, universitaire et grand spécialiste de l'islam. Il est égyptien d'origine, suisse d'adoption, brillant, influent mais controversé. Il répète inlassablement sur tous les plateaux TV que l'islam est soluble dans la démocratie, qu'il ne faut pas avoir peur des barbus, mais peut-on vraiment lui faire confiance ? Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes un islamologue de renom, mais ce soir, on vous a surtout invité parce que vous venez de publier un nouveau livre, précisément, qui concerne le printemps arabe et qui s'intitule « L'islam et le réveil arabe ». Quand vous entendez qu'après tant d'enthousiasme, il y a tellement de crainte de voir les islamistes arriver au pouvoir dans plusieurs pays, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez à ces craintes-là ? D'abord, je les entends et je les comprends, mais je pense qu'avant même d'avoir une crainte sur qui va prendre le pouvoir, il faut déjà avoir une analyse un tout petit peu moins idéalisée, moins enthousiaste de tout le phénomène. Aujourd'hui, il faut être très vigilant. Trop idéaliste. Oui, d'une certaine façon. Non, on a soutenu des peuples et il fallait les soutenir, il fallait être du côté des peuples. Maintenant, il faut se rendre compte que les situations sont complexes, que ces révolutions, comme on les a appelées, moi je ne les appelle pas encore des révolutions, je les appelle des soulèvements. Ils ne viennent pas de nulle part, qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Je le dis au début du livre, les faits sont tout à fait troublants. De l'implication même des États-Unis qui ont financé des formations pour des blogueurs, par exemple, de Google, de grandes entreprises qui étaient dedans. Et puis il y a l'énergie des peuples. Les révolutions qui ont été manipulées, c'est ça Pas ce que vous dites ? manipulées. Ce que je dis, c'est qu'on savait ce qui était en train de se passer. Dès 2008, on a des gens qui nous annoncent déjà que des mouvements se mettent en place. Donc déjà, il faut être tout à fait circonspect par rapport à cela. Puis la deuxième des choses, regardez ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, où l'armée est extrêmement puissante encore. Donc ce n'est pas simplement une question entre laïcs et islamistes. Il faut sortir de cette binarité et regarder les choses avec un tout petit peu plus d'œil critique et surtout régionalement. Il y a beaucoup d'enjeux. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Lina Benmeni, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est difficile de vous avoir sur un plateau de télévision. Vous êtes souvent entre deux avions. Vous êtes en quelque sorte une sorte d'égérie de la révolution tunisienne. Avec votre blog, vous avez contribué à la chute de Ben Ali. Peut-être tout d'abord une première question, c'est quoi votre plus beau souvenir de cette magnifique révolution, c'est vrai? Bon, c'est un souvenir qui n'est pas vraiment beau, c'est un souvenir douloureux, mais qui restera à jamais dans ma mémoire. C'est le 9 janvier, quand je suis partie à Argheb, une petite ville à 38 km de Sidi Bouzid, où tout a commencé. Et j'ai vu les premiers martyrs que je vois de ma vie. J'ai pris des photos, c'était vraiment difficile, mais c'était ce jour-là que je me suis libérée de toutes mes peurs. Voilà. Quand vous entendez Tariq Ramadan dire peut-être les blogueurs ont été manipulés, où il y a la main C'est pas exactement ce que je dis. Je dis qu'il y avait des formations. Mais on le sait, c'est des faits, ça. Depuis 2004, ça s'est passé en Serbie, mais depuis 2004, il y a des financements.
des blogueurs sont arrêtés en 2008 en Égypte. On sait ce qui est en train de se passer. Donc, entre l'énergie populaire qui aujourd'hui s'ouvre à nous et qui est extraordinairement importante, et même des blogueurs, même Sami Rarbiya, qui est un Tunisien, met en évidence, attention au financement, parce qu'il y a des financements de formation de blogueurs qu'il faut analyser pour ce qu'elles sont. Donc, moi, je tiens à dire que je suis une blogueuse qui n'a jamais eu de formation en mobilisation pacifique, où on ne m'a jamais appris mes slogans. Donc voilà, j'ai agi comme une citoyenne tunisienne. J'ai commencé à bloguer en 2007. Et voilà, je n'ai pas eu ce genre de formation. Et d'ailleurs, la plupart des blogueurs avec qui je travaille ou avec qui je coordine pour quelques campagnes contre la censure ou pour soutenir pour les droits de l'homme, c'était des blogueurs qui n'ont jamais eu de formation. Donc voilà. Et le cas de la Tunisie est particulier, je dirais, parce que tout a commencé dans la rue. Je ne crois pas que Mohamed Bouazizi a reçu l'ordre pour s'immoler par le feu, qu'il a été manipulé. Donc Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu le 17 décembre. Et les gens sont sortis dans la rue spontanément. On ne les a pas poussés à sortir dans la rue et donc les blogueurs, les cyberdissidents ont suivi ça et ont reporté tout ça quand les médias traditionnels ne pouvaient pas le faire. Alors, Tariq Ramadan, quand on entend parler de la charia en Libye, de la polygamie aussi, il y a le spectre des talibans qui revient, il y a le spectre de l'Iran. Est-ce qu'on va vers ça dans ces pays-là ? Non, je pense qu'encore une fois, il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Le cas de la Libye, de ce point de vue-là, est tout à fait particulier parce que, encore une fois, en Tunisie, il y a eu des élections qui ont été des élections ouvertes et on a une Narda qui apparaît aujourd'hui comme le premier parti plébiscité par ceux qui ont participé aux élections et toute une grande majorité. En Libye, c'est une autre affaire et c'est pour la raison pour laquelle il ne faut pas qu'on mélange tout. Tous les pays ne se ressemblent pas. La Tunisie, ça n'est pas la Libye et la Libye, ça n'est pas l'Égypte. En Libye, tout à coup, c'est quand même tout à fait surprenant de voir cet homme à la tête du Conseil national de transition arriver après qu'il ait été soutenu par l'OTAN et annoncer au peuple « je vais instaurer la charia » et la première des clauses qu'il associe à la charia, c'est la polygamie. Mais ça vous a fait peur ? Est-ce que ça vous a fait peur, Tariq Ramadan ? Non, ça m'a pas fait peur. Ça m'a. Vous avez dit c'est normal ? Non, pas du tout. Je me suis dit c'est absolument sidérant de voir un homme aujourd'hui, au moment où se libère son pays, venir avec un discours dont il faut se poser la question de la sincérité. Parce que c'est aussi cela qu'il faut se dire. Cet homme-là, avec le Conseil national de transition, il y a des gens qui sont très sincères et qui ont été des opposants de longue date du gouvernement par rapport à Kadhafi. Et il y en a d'autres qui ne l'étaient pas. Et lui, il a été un soutien pendant longtemps du pouvoir. Et tout à coup, il nous annonce ceci, comme pour dire à son peuple, je ne suis pas sous la coupe de l'Occident. L'OTAN nous a aidés, mais maintenant je suis autonome à tel point que je vais instaurer la charia et que je vais instaurer la polygamie. Il réaffirme son identité musulmane. On va y revenir, mais j'aimerais quand même, Lina Benmeni, on vous a surtout invité, vous, parce que vous avez eu beaucoup d'espoir avec cette révolution. Aujourd'hui, c'est un espoir qui est déçu. Vous avez accordé une longue interview à l'Illustré et vous dites des propos très clairs. Vous dites « Les islamistes vont nous ramener plusieurs siècles en arrière. » Concrètement, qu'est-ce que vous craignez ? Ouais, j'ai dit oui, ils essayent de faire ça, mais je reste optimiste quand même parce que voilà, je suis jeune, je suis tout le temps avec les jeunes qui ont beaucoup lutté pendant ce soulèvement populaire parce que moi aussi je ne pense pas que c'est déjà une révolution, c'est le début d'une révolution en Tunisie, donc voilà. Mais qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce que vous craignez ? Vous pensez que les droits des femmes vont reculer ? Est-ce que vous pensez qu'on va lapider les femmes adultères ? Bon, la lapidation, nous n'en sommes pas encore là, mais voilà, il y a eu déjà plusieurs actions violentes commises par les islamistes, des atteintes aux libertés. Je vous citerai par exemple les attaques sur la salle de cinéma Africar en juin, quand le film de la Tunisienne Nedia El Feni a été diffusé. C'est un film qui parle de la laïcité. Donc les gens qui étaient présents pour cette projection ont été attaqués violemment, même avec... Vous-même aussi, vous avez été menacée ? Moi, je reçois tous les jours des menaces de mort, des menaces de viol et tout ça. Plusieurs artistes tunisiens ont subi des attaques et des violences, ont été même blessés.
Et puis les propos des leaders de Nahda suite à leur majorité après les élections, voilà, condamner les mères célibataires, parler de la possibilité d'instaurer la polygamie, et tout ça, voilà, tout ça, ça fait peur, ça inquiète, quoi. Alors, depuis le début de cette émission, on parle de l'arrivée des islamistes au pouvoir. Je vous propose de voir précisément ce qui s'est passé en Libye et en Tunisie. Rappel historique avec Valérie Périra et Olivier Courte. Et on se retrouve juste après. La liesse, place du tribunal à Benghazi. Voilà 3 jours que Mouammar Kadhafi est mort et la Libye est libérée, comme l'annonce officiellement Mustapha Abdel Jalil, le président du Conseil national de transition. Dans son discours, il fixe le cadre dans lequel il veut voir évoluer son pays. En tant que pays islamique, nous avons adopté la charia comme loi essentielle et toute loi qui violerait la charia est légalement nulle et non avenue. Le même jour, la Tunisie vit ses premières élections libres qui suscitent l'enthousiasme avec 90% de participation. Moi je vous dis, c'est un rêve, c'est le soleil dans la nuit. Un rêve rapidement entaché, le parti islamiste Ennahda a remporté plus de 40% des suffrages. Un résultat douteux pour certains. On a été chercher des gens dans les cafés, dans les autobus, on leur a promis de l'argent, on leur a promis le mouton pour l'Aïd. Et pour moi, ça, c'est pas des élections. À ces soupçons de fraude s'ajoutent les déclarations de l'égérie d'Ennahda, des propos sans ambiguïté. Notre culture, c'est l'islam. En ce qui concerne le partage de l'héritage entre les fils et les filles, les versets coraniques sont clairs et nets. On n'a pas le droit de changer ces règles-là. En Égypte, les élections législatives ont lieu dans 2 semaines et là aussi, une partie de la population craint la montée de l'islamisme et un succès des frères musulmans. S'ils prennent le pouvoir, ils voudront imposer la charia, le voile obligatoire pour les femmes, la lapidation pour les coupables d'adultère et une main coupée pour les voleurs. Pour les frères musulmans, tout cela n'est qu'exagération. Ces craintes sont injustifiées. Nous sommes victimes d'une campagne de stigmatisation. Lorsque nous voulons promouvoir la charia, il ne faut pas se focaliser sur le voile obligatoire ou les mains coupées. La charia, c'est avant tout l'égalité, la liberté et le développement. Volonté d'apaisement d'un côté, peur tangible de l'autre. On en saura plus ces prochains mois sur les vraies conséquences du printemps arabe. Khil Miraeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes israélien, historien installé en France et vous occupez notamment du site causeur.fr. C'est un site de discussion, d'information. Est-ce que d'après vous, l'islam est soluble dans la démocratie? Lina nous disait sa peur, notamment par rapport à la polygamie. Qu'est-ce que vous dites, vous? D'abord, je formulerai la question autrement. Ça n'a pas de sens de parler d'islam. Il y a beaucoup d'islam et si Ben Laden d'un côté et la mosquée de Paris de l'autre côté se réclament de même corpus, de même Coran, c'est-à-dire que ces textes sont très très souples. Et donc la question que je me pose, pourquoi certaines interprétations de l'islam sont aujourd'hui plus populaires que d'autres? C'est ça en fait la question. Et c'est vrai aussi pour les autres religions d'ailleurs. La Bible, le Nouveau Testament sont extrêmement souples. On peut, avec le Nouveau Testament... Et c'est quelle interprétation de l'islam qui est la plus populaire? C'est la version la plus c'est ça la question. C'est ça la question. Je n'ai pas compté des têtes, mais il paraît que des interprétations qui sont insolubles dans la démocratie sont assez populaires. Est-ce que c'est majorité? Est-ce que c'est inéluctable? Je ne crois pas. Mais il y a des expériences qui sont compliquées, à la fois en Iran, en Afghanistan. Il y a d'autres exemples qui sont plutôt positifs. Et il y a une lutte. Et dans cette lutte-là, entre interprétations concurrentes, entre sources d'autorité, à qui il faut suivre, qui il faut attendre, il y a aussi, pas seulement la question de l'offre, mais aussi la question de la demande. Des gens qui écoutent certains gens, qui suivent certains gens plutôt que d'autres. Mais ce qui se passe avec Ennahda en Tunisie, disons pour être clair, avec la charia en Libye, ça vous inquiète? Ça m'inquiète, mais les pires n'est pas nécessaire, n'est pas inéluctable. Et je rejoins Tariq Ramadan, il y a très peu de choses en commun entre la Libye et la Tunisie. La Tunisie, c'est une véritable nation.
En Tunisie, il n'y a ni juifs ni chrétiens, donc c'est 99,9%, une société très très cohérente. C'est un petit peuple, relativement 10 millions. Il y a 85 millions en Égypte. Le rôle de l'armée est complètement différent. L'histoire est complètement différente. Les relations avec l'Occident sont moins douloureuses. Je ne dis pas que tout se passe bien, mais il n'y a pas l'héritage colonial très très douloureux qui existe ailleurs. Donc, je pense que pour la Tunisie, ce n'est pas si mal barré. Il y a bien sûr beaucoup de choses à faire. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont menées. Il y a un soupçon qui plane. Il y a un soupçon qui plane. Mais entre tous les pays du Maghreb et tous les pays arabes qui sont en mutation aujourd'hui, je crois que la Tunisie elle est mieux placée pour réussir sa transformation démocratique. Alors, Monsieur Mohamedou, bonsoir. Vous êtes politologue, vous enseignez notamment à l'Institut universitaire d'études internationales et du développement. Vous avez aussi récemment publié un ouvrage qui s'intitule « Contre-croisade, le 11 septembre et le retournement du monde ». Alors, par rapport à cette question de l'islam et de la démocratie, où est-ce que vous vous situez, vous? Écoutez, je pense que cette préoccupation avec l'islamisme n'est pas très, très surprenante aujourd'hui. Elle est quand même contradictoire. C'est à cause du 11 septembre, précisément? Non, je pense que c'est la matrice de référence sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord depuis 1979, depuis la révolution iranienne. Mais je crois qu'il y a 2 points essentiels. D'une part, c'est contradictoire dans l'immédiat, parce que souvenez-vous, il y a moins de 10 mois, c'est le printemps arabe, et le thème ambiant, c'est que le printemps arabe sonne le glas de l'islamisme. On nous parle de la défaite, on nous parle même de post-islamisme. Il y a tout un débat qui a lieu autour de ça. Et aujourd'hui, la discussion est concernant la victoire des islamistes dans ces élections et probablement une situation assez semblable en Égypte et à la fin du mois, au il y aura Yémen, des élections. en Syrie, etc. Donc il y a quand même une contradiction dans l'immédiat. Au-delà de ça, il y a un problème par rapport à la répétitivité de ceci. C'est-à-dire qu'en 91, on nous annonce la fin de l'islamisme avant que le Front islamique du salut ne remporte les législatives en Algérie. 2001, l'AKP en Turquie, la même chose. 2006, plus ou moins la même situation avec Hamas. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une élection, on s'inquiète de l'avancée de l'islamisme. Le problème essentiel, c'est d'abord de faire la part des choses. Je rejoins tout ce qui a été dit à propos de la différence des cas. Et il faut vraiment introduire non seulement de la nuance, mais de l'intelligence par rapport à toutes ces situations. Mais en plus de ceci, vous avez une victoire électorale qui est, somme toute, assez légitime. C'est-à-dire que nous avons quand même suffisamment d'observateurs. On a vu les images et les commentaires que vous avez montrés. Mais de manière générale, on doit se féliciter de ce qui s'est passé en Tunisie. Les derniers mois, le processus en Tunisie avance assez positivement. En Égypte, la chose est plus complexe à cause précisément du rôle de l'armée, effectivement, qui pilote. Alors c'est vrai qu'en Libye, pour l'instant, il n'y a pas eu d'élection. En Égypte non plus, il y en aura à la fin du mois. C'est vrai que dans le fond, le seul pays, les seuls citoyens à avoir voté, c'est vos concitoyens, les Tunisiens. Il y a un processus légitime. Est-ce qu'il ne faut pas respecter ce processus démocratique? Moi, je respecte ce processus. Donc, Vous pensez qu'il a été manipulé? Oui. D'ailleurs, moi, je n'ai pas voté, j'ai boycotté ces élections parce que j'ai senti la manipulation. Mon problème, ce n'était pas par rapport aux islamistes, c'était par rapport aux RCDistes, les gens qui faisaient partie le parti de Ben Ali. Mais Lina Benbeni, vous comprenez que quand on a été révolutionnaire, quand on incarne cette révolution, quand on est le visage de la révolution tunisienne, ça peut choquer peut-être d'entendre dire qu'on n'a pas voté. J'ai beaucoup parlé de ce sujet dans plusieurs débats, notamment à la télévision. Moi, je considère que cette révolution vient de commencer. Je ne peux pas parler de transition démocratique tant que la coupure avec le passé ne s'est pas faite. Et ce n'est pas à travers ces élections que la coupure pouvait se faire. C'est mon avis personnel. Oui, moi j'aimerais. Bon, je le conçois que depuis là où nous sommes, nous vivions avec des symboles, mais il faut quand même les pondérer et les modérer un tout petit peu. L'égérie de la révolution est extrêmement contestée en Tunisie. Ça n'est pas parce qu'on en a fait quelqu'un de grand ici en Occident qu'elle a... dit ça tout à fait. Et donc moi je salue. Ouais. Non, mais je salue parce qu'il faut le faire. Ouais, il faut là très clairement saluer votre courage et votre engagement. Et là-dessus il n'y a pas de doute. Mais finalement dire elle est le symbole de tout ceci, c'est quelque chose. Un des symboles nominés au prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, Obama aussi a été nominé. Il l'a même gagné. Et ça veut rien dire. Donc en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse de ce point de vue-là.
c'est qu'on modère les choses parce que vous avez fait partie d'un mouvement. Vous avez vous-même dit, je n'ai pas suivi de formation, mais vous n'êtes pas représentatif de tous les blogueurs dont énormément ont suivi des formations en Tunisie, il faut quand même le savoir. Et donc, de ce point de vue-là, il faut modérer les symboles et en venir aux réalités. La façon dont vous présentez les choses, si je peux me permettre, et c'est pour ça que je suis un tout petit peu critique, cette espèce de polarisation, est-ce qu'il faut avoir peur de l'islamisme? Et ce serait la seule question qui... Quand on regarde notre site infrarouge.ch, en tout cas, les avis sont assez polarisés. D'accord, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on voit avec l'œil de est-ce qu'ils vont être démocrates ou pas. Souvenez-vous, il y a 10 ans, on disait d'Erdogan, c'est un islamiste, et il est en train de prouver qu'il est plus démocrate que beaucoup de démocrates en Turquie. Ce n'est pas le cas pour nous, islamistes en Tunisie. Ils ont déjà commencé ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que vous n'êtes pas représentatif du mouvement populaire tunisien, et moi, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut rester vigilant. Mais vous devez aussi dire avec force qu'un processus démocratique qui a fait que des gens sont élus, ils ont été élus, maintenant il faudra les juger sur pièce. Mais cette espèce de diabolisation qui continue en Occident, avec cette espèce d'aveuglement très francophone, je suis désolé, en France, on a raté le coche de la Tunisie. On n'a pas compris ce qui se passe. Et les Américains sont bien plus en avance et bien plus en relation. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce débat-là, c'est de dire, est-ce que c'est ça la vraie question? Est-ce que la vraie question, c'est la polarisation entre les islamistes et les laïcs? Ou les vrais processus démocratiques d'enseignement et du droit des femmes? Parce que réduire ceci au retour de la polygamie, excusez-moi, c'est quand même plus complexe que ça, ce qui se passe dans le monde arabe. Ce sont les leaders de Nahda qui entrent dans ces débats, malheureusement. Non, vous aussi, vous y êtes. Moi, je réponds par rapport à ce qu'ils disent. Je critique ce qu'ils disent. Nina Benmeni, vous allez encore plus loin. Vous dites rien n'a changé. Vous avez déclaré dans un journal la violence policière, la torture, les restrictions de la liberté de la presse, tout cela continue. Des rumeurs sans cesse lancées pour entretenir un climat de terreur. Et c'est pour cela que je n'ai pas voté d'ailleurs. Alors, moi j'ai une question, dans le fond, à quoi ça servait de faire la révolution? Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui? On a réussi à casser la barrière de la peur. Les Tunisiens restent vigilants par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Donc, moi je pense que l'avance prise par les islamistes pendant les élections a plusieurs explications, comme ce qu'on a vu dans le reportage. Voilà. Ils sont présents partout, ils se rapprochent des gens, ils donnent de l'argent. Voilà, je dirais qu'ils ont un double discours, mais non, un triple discours. Un discours officiel pour les médias, le discours de la modération, un discours pour les réunions restreintes et un autre discours dans les mosquées et avec le peuple. Et ça me fait peur, ce triple discours. Mais écoutez, Tariq Ramadan vous a souvent accusé de double discours. Oui, vous allez me mettre dans le aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a un parallélisme qui se fait avec. Écoutez, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Vous n'étiez pas en soutien au dictateur et il faut le saluer. Mais il y a énormément de gens qui sont de votre côté aujourd'hui, qui ont été en soutien au dictateur et qui ont répété exactement ce que vous dites. Il ne faut pas leur faire confiance. Ils ont un triple discours. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai l'habitude d'entendre ça aussi. Non, mais moi, je ne vous dis même pas que vous avez un double discours. J'écoute ce que vous dites et sur la base de ce que vous dites, je vous dis, vous devriez quand même pondérer un tout petit peu ce que vous êtes en train de dire sur des gens dont il faut, encore une fois, les juger sur pièce. Parce que toute cette espèce de mise en scène aujourd'hui, de faire peur en laissant entendre que vous êtes les seuls légitimes dans le processus de transformation en Tunisie, ça n'est pas vrai. Vous n'êtes pas aujourd'hui la seule voix légitime. Vous êtes une parmi tant d'autres. Il faut les écouter. Il faut écouter. J'ai jamais dit que je suis la seule voix. Non, vous ne le dites pas, mais ce qu'on entend, c'est que vous seriez la seule voix sincère. Tous les autres ont un triple discours. Je ne suis pas responsable de ce que disent les journalistes au début de l'émission. Je parlais de ce que vous disiez maintenant. Non, mais je dis ce que les gens avec qui... Dans votre livre, vous dites que les islamistes n'étaient pas présents pendant les événements en Tunisie. D'ailleurs, bien sûr, ils n'étaient pas présents, ni en Égypte, ni en Tunisie. Ils n'étaient pas présents. Donc moi, je parle des gens qui étaient présents pendant le début des événements. On sait tous que Rachid Ranouchi n'est rentré en Tunisie que le 9 avril. Monsieur Ranouchi, qui est le leader d'Ennahda. Oui, le leader d'Ennahda. Donc, voilà. Et je parle de faits concrets, je parle de violences que j'ai vécues moi-même. Mon père était à l'Africar le jour où il y a eu cette attaque des islamistes. Ils ont attaqué avec du gaz lacrymogène et tout ça. J'ai vu des artistes comme le cinéaste Nouri Bouzid attaqué et blessé dans la tête. J'ai vu la violence qu'il y a eu à la faculté
à l'université de Sousse, lorsque l'administration a refusé d'inscrire une fille en niqab. J'ai vu tout ça. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Ouais. J'aimerais vous poser une question parce que, comme il a été dit, on nous a souvent répété la diabolisation de l'islamisme et donc ça a souvent justifié la dictature. La question que vous posez aujourd'hui, c'est de dire, à la suite d'un processus qui a été un soulèvement où Ben Ali est tombé, et nous en sommes tous contents, qu'il soit tombé lui, que Moubarak soit tombé. Maintenant, la question, elle est dans un processus qui va aller vers le changement dans ces pays-là. Que proposez-vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller vers un processus démocratique, transparent, avec toutes les difficultés, et il va falloir être vigilant, et il va falloir juger les gens sur pièce, ou est-ce que finalement, il faut se distancer de tout cela? Et donc, quelle est l'alternative? Parce que je ne comprends pas bien quelle est votre position aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Vous êtes pour? Vous êtes contre? Vous êtes où? J'ai dit que j'acceptais ça. C'est ça la démocratie. On accepte ce qu'a choisi la majorité. Quoique, moi, personnellement, je sais que moins de 50% des électeurs ont voté. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont boycotté, qu'il y a 1,5 million de voix qui ont été perdues à cause du mode électoral et tout ça. On comprend votre point de vue. Donc, on va peut-être s'intéresser aussi de savoir, enfin la question qu'on se pose aussi ce soir, celle de savoir dans le fond pourquoi ces partis ont été choisis. Mais avant cela, j'aimerais bien faire venir à table 2 femmes musulmanes. Une libyenne, Zaina Moussa. Zaina Moussa, merci de nous rejoindre. Vous êtes suissesse d'origine libyenne. Et puis une égyptienne, Mona Abdel Wahad. Vous êtes suissesse d'origine égyptienne. Alors Mona Abdel Wahad, nous vous avions reçu sur ce même plateau. C'était au début de l'année, quand les révolutions battaient leur plein dans leur pays. Vous nous aviez dit votre émotion, votre enthousiasme. Alors aujourd'hui, est-ce que votre enthousiasme est intact? Mon enthousiasme est intact. D'abord, j'aimerais juste intervenir par rapport à quelques commentaires que j'ai entendus. Monsieur Ramadan, aujourd'hui, nous parle avec une voix un peu plus confiante. Je sens la voix de quelqu'un qui parle comme s'il était au pouvoir. C'est comme si les frères musulmans étaient déjà là. Je ne suis pas frère musulman, je ne suis pas égyptien, donc je ne sais pas quel pouvoir je vais prendre. Peut-être celui de la Confédération, je suis suisse de nationalité. Ben, très bien, alors je me suis trompée peut-être. Oui. De toute façon, vous les défendez très bien. Je défends dans vos qui? propos, vous les défendez. J'aimerais juste vous adresser une question. Oui. Vous avez dit à Madame Lina que les blogueurs ont été financés. Est-ce que les islamistes ne sont pas financés? Mais ça n'a rien à voir. Si, parce que vous parlez de tous les éléments et de tous les participants dans ces processus. Les islamistes sont très présents sur la scène. Je vais vous dire une chose. Dans le livre, j'ai pris du temps et de la réflexion pour être critique par rapport à toutes les dimensions. Et vous verrez que dans ce livre, je suis critique par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur des courants islamistes et par rapport à certaines questions. Parce qu'aujourd'hui, ma critique, si vous me lisiez, elle est de dire qu'ils n'apportent pas de réponse claire aux questions de l'économie, aux questions de l'éducation et aux questions des processus de transparence. Je suis critique par rapport à ça. Et moi, je veux juger les gens sur pièce. Je ne les défends pas. Je suis aussi critique par rapport à certains laïcs qui se présentent comme les porte-parole du peuple quand ils sont une élite et qu'ils ne parlent pas au peuple souvent. Et donc ma question, elle n'est pas de savoir qui est financé. Bien sûr que les uns sont financés, que les autres sont financés. Mais j'aimerais vous dire une chose sur des faits. Sur des faits. Quand des formations sont données depuis 2004 à des blogueurs et que certains de l'intérieur sont en train de dire attention, que les Américains sont en train de préparer l'après Ben Ali et l'après Moubarak, il faut l'entendre. Est-ce que ça veut dire que tout est manipulé? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une préparation au changement? Oui. Et vous savez pourquoi? Pas pour des raisons politiques. Parce que la Chine, parce que la Russie, parce que l'Afrique du Sud, parce que la Turquie sont en train d'intervenir sur le terrain. Dans les 10 dernières années, la Chine a multiplié par 7 ses relations économiques avec la région. Les États-Unis et l'Europe étaient en perte de vitesse dans la région. Il fallait changer. Il faut avoir
avoir une lecture autre qu'au politique. Il y a des considérations économiques majeures. C'est de ça dont je parle. Arrêtez de me dire que je suis en train de soutenir les uns et les autres. Je soutiens personne. Je fais des analyses, c'est tout. Nous sommes donc entièrement d'accord, mais vous avez attaqué la blogueuse en disant qu'elle se porte comme la porte-parole, que les blogueurs ont été financés. Vous ne parlez que du financement des blogueurs. Maintenant, vous m'avez expliqué les choses. Mouna Abdelwahad, vos craintes à vous, ce sont lesquelles en tant que femme égyptienne? Vous craignez le retour des barbus, une société plus machiste, une société plus religieuse, une société plus conservatrice? C'est ça vos craintes à vous? L'ingérence extérieure. Les événements sont manipulés de tout bord. Je suis absolument d'accord. Les éclaircissements qu'il m'a donnés sont parfaits parce que moi, je pense que le problème est économique. Ce n'est pas un problème politique. Les problèmes et les manipulations en Égypte sont dus à la faim et à la pauvreté, tout simplement. C'est vrai aussi, mais j'ajouterais une chose qui est aussi vraie en Tunisie, qui est très très vraie en Libye, le rôle des armées. L'armée égyptienne aujourd'hui est en train de tenir le pays d'une façon extrêmement dangereuse. Et donc il faut, de ce point de vue-là, c'est aussi le cas en Syrie, il faut observer ces réalités-là. Et donc je pense que c'est de cela dont il faut parler. Donc le but aujourd'hui d'un débat comme celui-ci, pour moi, c'est pas, si je vous ai attaqué, je vous prie de m'en excuser, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais dire, c'est relativiser une voix par rapport à des processus. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait bien en Occident d'entendre la multiplicité des voix. J'aimerais encore passer la parole à Zaina Moussa. Je le disais, vous êtes Suissesse d'origine libyenne, vous avez 26 ans. Vous avez cette double culture. Quand vous entendez parler de la charia dans votre pays, est-ce que vous regrettez d'être libyenne? Pas du tout. Alors moi, ce discours, je l'ai entendu en direct. Je vivais ces moments d'émotion malheureusement éloignés. J'aurais voulu être sur place pour célébrer avec... Votre père, il faut le rappeler, a fait la révolution aux côtés des révolutionnaires du CNT. Alors mon père a eu la chance d'être sur place lors de ces événements qui étaient d'une grande joie pour nous. Et j'ai entendu le discours du président du CNT, Mustapha Abdel-Jalil, qui ne m'a pas surprise parce que, en fait, la charia a toujours été appliquée en Libye, que ce soit sous l'ère de Kadhafi, ça a toujours été source de droit en Libye. Il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, il faut remettre chaque pays à un contexte particulier. Et dans le cas de la Libye, c'est en fait une population musulmane. On n'a pas de minorité religieuse. Et un islam modéré, mais traditionnaliste, on va dire. Et c'était pas du tout, en fait, un discours qui marquait une rupture ou qui était choquant pour les Libyens, parce que la polygamie a toujours été pratiquée, mais de manière, on va dire, pas en grand nombre, mais c'était pas un discours, moi, c'est pas un discours qui m'effraie en tant que jeune suisse-libyenne. Rimi Khaïli, une réponse peut-être? Ça vous satisfait, cet islam modéré, même quand on dit... Je ne suis pas là pour être satisfait ou pas. Hein. Je suis observateur. Et non, mais vous avez un point de vue. C'est quoi votre point de vue? Je ne l'ai pas encore tout à fait compris. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est là, je peux apporter quelque chose peut-être... la même question se pose en Israël. En Israël, la halakha, qui est la charia de juifs, est parmi les sources, c'est pas le seul, mais c'est parmi les sources qui inspire la législation et aussi les décisions de la Cour suprême. Donc, je connais une démocratie libérale qui n'est pas à la française ni à l'américaine. Donc, il y a un champ, je crois que pour les musulmans, l'exemple, au-delà des conflits et de la solidarité avec les Palestiniens, je crois que l'exemple israélien où il y a une religion qui est plus proche de l'islam que le christianisme et qui a à peu près la même histoire de souveraineté, c'est-à-dire un roi qui est un calife, donc un roi qui est à la fois temporel et spirituel, avec les mêmes problèmes aujourd'hui, comment gérer ces 12 sphères. En Occident, ça a été coupé. Il y a les sphères politiques, il y a les sphères religieuses, et les deux ne doivent pas se toucher. Ce qu'on appelle la laïcité. En Moyen-Orient, dans les décennies à venir, cela est impossible. Il faut inventer quelque chose. Voilà, il faut inventer quelque chose. Alors, ça peut aller vers l'Iran, vers les talibans, mais ça peut aussi aller vers la Turquie, l'Albanie, le Kosovo, etc. Il y a plusieurs exemples. Monsieur Mohamedou. Oui, je crois qu'il faut... On est forcé de renouveler un petit peu notre vision, notre matrice avec ces révolutions. Mais ça ne convainc pas, ce discours. Ça ne convainc pas Ça ne convainc pas peut-être parce qu'on a toujours la même vision qu'on réchauffe à chaque fois. C'est-à-dire on peut se perdre en discussion théologique sur ces questions. Pour moi, le problème, la discussion religieuse est un faux problème. Il y a des transitions qui sont en cours en Tunisie, en Égypte. Ils avancent, cas un. Ce qu'on a appris
pris des transitions ailleurs, en Europe de l'Est, en Amérique latine, c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est difficile, c'est une mutation sociétale c'est l'institutionnalisation de l'incertitude, c'est-à-dire les élections, il n'y a pas de garantie de résultat. Et c'est un combat entre les Tunisiens à partir du moment que deux choses importantes sont clés. Un, une rupture avec le passé. Donc il ne faut pas craindre ni l'Iran, ni il ne faut pas sombrer dans l'alarmisme qui est effectivement perpétué. Là, je rejoins ce qui a été dit à partir de là. Effectivement. Deuxièmement, il faut une rupture, comme je dis, avec le passé, l'autoritarisme de Ben Ali, l'autoritarisme de Moubarak, et il faut surtout qu'il y ait des précédents d'élections qui se passent dans la normalité. Mais je voudrais revenir sur la Libye, parce qu'effectivement, les choses sont très différentes. Je partage l'enthousiasme de ce qui s'est passé, personne ne regrette Kadhafi. Néanmoins, il y a dans ce débat autant de géopolitique, si vous voulez, que de religion. C'est-à-dire qu'autour de la Libye, de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on passe des révolutions qui autoproduites localement à une situation qui se transforme d'abord en un conflit armé et puis une intervention humanitaire, mais une intervention tout de même. Là, je crois que ce qu'on a en Libye, à moins qu'il y ait rapidement la mise en place d'un pouvoir central fort et légitime qui va pouvoir amener les Libyens à prendre des décisions électorales comme les Tunisiens les ont pris, les Égyptiens vont les prendre dans quelques semaines, à moins qu'on ait une transition qui commence, on a le spectre d'une irakisation de la Libye, avec tout ce terrorisme qui est au Sahel, avec ces armements qu'on voit, avec ces combats entre les milices, avec, si vous voulez, un terreau qui n'a pas eu la société civile qu'on a vu en Tunisie et en Égypte. Donc il y a effectivement un potentiel. Je ne pense pas qu'il faut sombrer dans le fatalisme que je critiquais il y a un instant par rapport à l'islamisme. Néanmoins, il faut en prendre acte et essayer de se prévenir par rapport à ça. Le CNT est un acteur, mais il y a d'autres acteurs. Là, pour le coup, il y a des islamistes qui ont un passé beaucoup plus radical. Des gens qui avaient été affiliés à Al-Qaïda, par exemple. Donc, Abdel Hakim Belhaj est un exemple. Donc, il y a une complexité géopolitique autour de la Libye, autour de la Syrie également, qui fait qu'on doit absolument prendre acte de ça, peut-être, je dirais pour ma part, plus que le débat sur la religion. Donc en tout cas, on retient de tout ce qui est dit autour de cette table qu'il faut analyser chaque situation est différente, chaque pays est différent. J'aimerais inviter à cette table Gaëtan Vanet. Gaëtan Vanet, vous êtes journaliste à la radio Suisse romande, vous êtes chef de la rubrique internationale et vous avez couvert ces différentes révolutions arabes, notamment en Libye, en Tunisie, en Égypte, pour n'en citer que quelques-uns. J'ai envie que vous nous disiez ce que vous avez vécu sur place, notamment en Libye. Vous me disiez que vous avez vécu avec ces révolutionnaires précisément du CNT. Oui, avec ces jeunes révolutionnaires qui partaient au combat au tout début, en tout cas dans la zone où j'étais, dans la zone de Zentan, quasi les mains nues pour combattre les troupes de loyalistes du colonel Kadhafi. Et ça, c'est juste une seule image. Ils allaient carrément courir après les chars, je disais, avec des couteaux ou quoi que ce soit, dans une espèce de guérilla assez impressionnante pour tenter de rééquilibrer les forces. Et ça me ramène à ce qui était dit au tout début du débat, où on est vraiment sur le terrain, quand on disait qu'il y avait des interventions extérieures, notamment pour les blogueurs en Tunisie, etc. Alors effectivement, sans doute, mais ce que j'ai constaté dans tous ces pays où je suis allé, et aussi où on le constate encore en Syrie, d'où je reviens, c'est qu'il y a quand même un espèce, j'allais dire, d'enthousiasme, de volonté populaire, notamment de la jeunesse, de faire ces soulèvements ou ces révolutions, appelez-les comme vous voulez, et que ça, à mon avis, ne peut pas être manipulé. Il y a trop de risques, il y a trop de volonté, il y a trop d'enthousiasme. Vous faisiez allusion à la Serbie, je peux faire allusion à l'Ukraine aussi, où il y avait des dizaines, des centaines de milliers de gens dans la rue par moins 10, moins 15, moins 20 degrés. On disait que ce sont les Russes, c'est l'Occident qui les a payés. On peut en payer 10 000, on peut en payer 20 000, on ne peut pas payer 1 million de personnes. De même là, on ne peut pas encourager des gens à aller mourir sur le terrain. Parce que certains sont morts sur le terrain en leur disant « Allez-y, faites une révolution, on en a besoin pour des intérêts économiques ou pour des intérêts géopolitiques. » Mais si je peux juste répondre à ça, parce qu'il ne faut pas mal comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a une différence entre savoir que dans la région, il va falloir aller vers une transition, de soutenir ces phénomènes-là en soutenant des jeunes et les volontés populaires. Et là-dessus, je suis complètement, je le dis d'ailleurs dans l'ouvrage, personne ne peut contrôler des foules et cette énergie populaire. Et en particulier en Syrie, on ne l'aurait pas voulu. On aurait préféré la stabilité. D'ailleurs, même les Américains, au départ, ont dit une réforme de l'intérieur. Et la population est plus forte que n'importe quel contrôle, et maintenant elle déstabilise le pouvoir. Donc je suis complètement d'accord là-dessus, et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut bien entendre cette énergie populaire-là. Et en même temps que je dis ceci,
Je dis que pour l'avenir, si nous sommes sérieux avec les questions de ces soulèvements qu'on a envie de voir devenir des révolutions, qu'il y ait des vrais changements, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, eh bien, il faudrait qu'on sorte, et là je suis complètement d'accord avec nos vieilles grilles de lecture, et qu'aujourd'hui on se pose les vraies questions. La vraie question aujourd'hui, c'est que vous n'aurez pas dans le monde arabe de véritables processus démocratiques qui iront jusqu'au bout si nous n'entrons pas dans une vraie question de stabilité économique dans la région. Et non pas le discours d'Obama qui dit « nous soutenons votre démocratie, mais nous tenons les rênes de la bourse avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ». C'est ça les vraies questions. Le reste, c'est de l'alarmisme, c'est déplacer le débat sur une polarisation et oublier les vrais enjeux économique et géostratégique. Toute la question du Niger, de la Libye, avec le sud de l'Afrique, avec les nouveaux gisements pétroliers qu'on a trouvés dans la région, c'est de ça dont il faut parler. Et arrêter de nous diaboliser les uns et les autres. C'est de ça dont je veux parler surtout. Gaëtan Vanet, une réponse. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous, qui, je le précise, avez reçu le prix Jean Dumur, tout récemment. Oui, je suis entièrement d'accord, notamment parce que ce qu'il dit là aussi sur la diversité des gens, des points de vue, des religions aussi que j'ai croisées dans les comités d'organisation des manifestations ou des combats, que ce soit de nouveau en Libye ou en Syrie. En Syrie, il y a des chrétiens, par exemple, à Hama, qui font partie des comités d'organisation des manifestations. Alors certains diront effectivement c'est une minorité ou autre, etc. Néanmoins, il y a cette volonté justement de casser ces clivages, et peut-être que je retrouvais justement dans les différentes organisations et dans les différents lieux dans lesquels je suis allé, avec cette volonté d'ailleurs aussi économique. C'était un des avenirs qu'ils cherchaient, c'était une équité économique. Mais là, je me demande si on ne se heurte pas, d'ailleurs c'est une question ouverte à la table, un conflit de génération aussi. Parce qu'une grande partie des gens que j'ai vus, que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai discuté, que j'ai interviewés, étaient beaucoup des jeunes, ceux qui allaient manifester, qui allaient dans la rue. Les blogueurs aussi. Les blogueurs aussi, les blogueuses. Et ces gens-là étaient des jeunes. Et ensuite, on a tout le discours, un peu celui qu'on a autour de cette table. Et regardez la moyenne d'âge, excusez-moi messieurs, Merci. Elle est assez élevée. Et je me demande si on ne retrouve pas ce problème de génération entre ce qui veut être fait par les uns, par les jeunes et par les anciens. Choc des générations, c'est vrai, quand on vous regarde, entre vous et Tariq, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, en tout cas. Ouais, c'est gentil. Je tenais à dire que les blogueurs ne travaillent pas seulement derrière leur écran. Les blogueurs se déplacent sur le terrain, prennent les photos sur le terrain. Les blogueurs ont manifesté en Tunisie. Voilà. Cependant, en ce qui concerne la stabilité... Et je rappelle le nom de votre blog, c'est A Tunisian Girl, donc une fille tunisienne. Ouais. Et concernant la question de la stabilité économique, c'est ce que nous attendons de nos représentants à l'Assemblée constituante. C'est le débat que nous voulons maintenant en Tunisie. Mais le problème, c'est que ces nouveaux représentants des Tunisiens ne parlent pas de ça, ils parlent d'instaurer le califat. Mais là-dessus, je vous suis complètement. Oui, On a un vrai... mais attendez, je vous suis complètement dans ce débat aujourd'hui. C'est que même dans cette polarisation, même un certain type de mouvement, et les islamistes, ce qui les intéresse, c'est la structure étatique. Et ils sont là, ils essayent en permanence de rassurer en disant « mais non, on est modéré, on est ouvert ». Et ils n'apportent pas forcément de solutions sur des questions économiques, sur des questions culturelles et éducatives. Ce que je mets en évidence dans le livre. Et là-dessus, je suis d'accord. Mais non, mais il y a une autre chose qui est moins inquiétante, et c'est là où je vous suis complètement. C'est que tous les mouvements islamistes, tous, sans exception, ont vu de l'intérieur une implosion entre l'ancienne génération et les nouvelles générations. Beaucoup de jeunes, même islamistes, se retrouvent beaucoup dans un certain nombre de questions que vous posez à l'extérieur. Et là, c'est ça qu'on a rencontré. On a rencontré des jeunes... Je veux dire, même les frères musulmans, ils ont éclaté en 5 mouvements en Égypte. Ils ont complètement éclaté, ils ont implosé. Pourquoi? Parce que des jeunes disent, mais on ne peut pas continuer le discours que vous nous tenez d'une structure étatique qui ne répond pas aux vraies questions de la société. Vous dites les frères musulmans ont changé, Tariq Ramadan, c'est ça ce que vous dites? Non, ce que je dis, c'est que le leadership n'a pas toujours changé, mais la jeune génération, le conflit de génération aujourd'hui dans le monde arabe est l'une des données majeures de ce qui va se passer dans l'avenir. Une réponse peut-être, Mona Abdelwahad. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le conflit des générations existe et j'allais justement parler des frères musulmans. Ce conflit existe entre la jeune génération des frères musulmans et l'ancienne garde. Mais j'aimerais parler aussi du conflit des générations et la présence et le mouvement des jeunes. Les jeunes ont fait preuve d'une naïveté politique. On doit l'admettre. L'échec en Égypte, on est allé offrir la révolution à l'armée, un cadeau sur un plateau en argent. Et regardons maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit? Personne ne le sait. Personne ne le sait, tout est opaque, tout est fermé.
Je cite un petit exemple, les élections des Égyptiens à l'étranger. On s'est débattu pour pouvoir avoir un droit de vote. Il y a à peine 3 jours, on nous a permis de nous enregistrer en ligne, mais tout est opaque. Nous ne savons absolument rien, ni les voix seront décomptées comment, ou qui va le faire, y aura-t-il des organes de surveillance? Absolument rien. Et tout le monde est réticent de participer. On ne sait pas nos voix vont être utilisées pour quel objectif, nos renseignements personnels vont aller entre les mains de qui. Mais ça me ramène juste à une question que vous m'aviez posée, quelles sont mes craintes? Mes craintes, c'est que tout le monde baisse les bras, que tout le monde ait peur de ces islamistes, de ces salafistes financés. On parle de 5 milliards de financement en Égypte pendant les 6 derniers mois. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller voter. Vous abstenir de donner votre voix, c'est une erreur. C'est une erreur parce que vous baissez les bras. Non, pourquoi on vous a posé la question, pourquoi vous faites la révolution si vous refusez de donner votre voix? L'abstention n'est pas une solution. Vous n'êtes pas dans une vraie démocratie comme en Europe où l'abstention a sa valeur. Dans nos pays, l'abstention, tant mieux, une voix de moins. Non. Alors, une réponse peut-être. Je ne regrette pas parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, je suis toujours mes principes. Je n'ai pas voté, ce n'était pas à cause des islamistes, c'était à cause des RCDistes. L'ancien parti de Ben Ali. J'ai fait le sit-in de la Casbah avec les jeunes qui ont demandé les élections de l'Assemblée constituante. Et l'une de nos demandes, c'était de poursuivre en justice les RCDistes, alors que pendant les élections, il y avait au moins 50 partis reconstitués du RCD qui se présentaient. Voter dans ces élections, c'est leur donner de la légitimité. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 listes qui seront reconstituées du RCD et qui seront comment voulez-vous les contrer si vous n'avez pas de voix dans le Parlement? Comment voulez-vous les contrer dans un système démocratique? Peut-être que Lina Benmeni votera une prochaine fois. Oui, rapidement. Les propos de Tariq Ramadan nous ramènent vers le corps de notre sujet. Effectivement, quand le débat sera sur les choix économiques, c'est à ce moment-là qu'il va se poser la question de l'apport de l'islam. Parce que je rappelle que dans une démocratie, il y a d'un côté les procédures qui permettent à la majorité d'exercer le pouvoir, mais de l'autre côté, il y a aussi des valeurs, et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que tout le monde a une opinion. Et donc, imaginons qu'il y a une position d'un parti islamiste, mettons, je ne sais pas, une politique économique, et que de l'autre côté, il y a un parti qui est laïque et qui a une position extérieure. Est-ce que le parti islamiste va résister à la tentation de dire, dans un discours direct ou pas direct, ce qu'on dit en fait c'est dans le Coran, c'est-à-dire apporter cette arme atomique de discussion pour assommer l'adversaire avec une autorité? C'est ça le problème. Est-ce qu'une position qui vient d'un homme religieux qui est docteur de l'islam, est-ce que ce qu'il dit dans les discours politiques est une opinion comme n'importe quelle autre, ou est-ce qu'il apporte quelque chose qui rend les débats complètement faux? Alors, Monsieur Mohamedou. Et c'est là que le jeu démocratique est particulièrement important, c'est-à-dire que l'instrumentalisation du fait religieux, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous parliez tout à l'heure de christianisme, de judaïsme, c'est présent partout, des chrétiens démocrates. Je ne pense pas qu'on vient d'inventer quelque chose, mais j'ai dit que le véritable problème, et je parle en tant qu'Israélien, en Israël ça arrive tout le temps, il y a des partis religieux en Israël. Il y a tout le temps cette tentation. Oui, j'entends bien. Soit on le dit clairement, soit, puisque c'est un rabbin, les gens ne sont pas tous bac plus 15. Quand un rabbin dit quelque chose, ça a quand même une autre valeur que quelqu'un qui a un piercing dans l'œil. J'entends bien, mais je veux dire... oui, j'espère pas pour lui. Sur l'arcade sourcilière. Je voulais rapidement revenir sur... Madame a raison de souligner l'opacité de la situation en Égypte, qui est très importante. C'est-à-dire que tout ça, c'est très fluide. Les révolutions se jouent encore. Donc, les transitions viennent à peine de commencer en Tunisie. La prochaine étape importante, mis à part la Syrie, qui est encore beaucoup plus existentielle par rapport à ça, puisque la guerre civile est en cours, c'est ce qui se passe en Égypte. Et là, je crois qu'il est très important de prendre acte du fait qu'effectivement, l'armée qui dirige le processus, pour l'heure, semble jouer un double jeu. C'est-à-dire qu'on avance, on fait quelques concessions, mais de temps en temps, Tahrir Square a dû être récupéré régulièrement par les jeunes, si vous voulez. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut qu'il y ait un deuxième précédent. Et c'est là que le printemps arabe va marquer la différence par rapport à la rupture du passé. S'il y a un deuxième précédent d'élection qui se passe, quel que soit le résultat, à nouveau, islamiste ou pas, c'est-à-dire que
Et pour moi, fondamentalement, les islamistes de Nahda sont sous le regard des autres Tunisiens. C'est-à-dire que c'est les autres Tunisiens qui vont vouloir jouer avec eux ce jeu démocratique. Et celui qui gagnera démocratiquement, c'est lui c'est-à-dire il n'y a pas de garantie fondamentalement. La seule garantie, c'est qu'il y aura une deuxième élection et qu'on peut rectifier le tir par rapport à ça. Donc, deuxième élection démocratique, c'est ça? C'est ça, voilà. Et d'où l'importance du précédent, j'insiste sur ça. En préparant cette émission, nous avons reçu beaucoup de messages sur notre site infrarouge.ch, je vous disais tout à l'heure, des messages très contrastés. Alors je vous en livre quelques-uns. Tout d'abord, cet internaute qui nous dit « Cessons de stigmatiser les pays musulmans, car nous avons des croix et des cours de religion chrétienne dans nos écoles. » Deuxième message, lapider et discriminer, ce n'est pas nouveau. Toutes les religions l'ont fait. Ce qui est désolant, c'est que certaines le fassent encore en 2011. Et puis, dernier message qui est pour vous, Tariq Ramadan. Ramadan est un télévangéliste islamique des temps modernes avec une devise, islamiser la modernité et non pas moderniser l'islam. C'est une assez jolie formule. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une très très ancienne formule d'un livre. Il aurait fallu juste mettre des guillemets, c'est connu et c'est du réchauffé encore. J'ai pas le temps de répondre à ça et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que... Non, écoutez, moi je parle ici comme un citoyen suisse de confession musulmane qui vient d'Égypte et qui a envie de dire à ses concitoyens, écoutez, de deux choses l'une. Soit vous êtes honnête avec vos principes, et qui sont des principes de démocratie. Et vous soutenez les peuples quand ils se soulèvent et vous respectez leurs choix, même si leurs choix vont aller un peu contre vos intérêts parce qu'ils vont peut-être moins vous donner de pétrole, plus exiger qu'on donne de la nourriture à leur peuple et que quand on vient me parler à moi de la question de la charia des femmes et qu'on se tait systématiquement quand il s'agit des pétromonarchies parce que ça nous arrange, j'essaye simplement d'avoir un discours qui soit clair et honnête et il y en a certains qui ont des silences qui ne sont pas très honnêtes parce que c'est facile de venir dire aujourd'hui devant ces processus démocratiques, oh attention, les Arabes, est-ce que l'islam peut être compatible avec la démocratie? Pour n'importe quelle personne qui étudie ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés arabes et dans les sociétés majoritairement musulmanes, de l'Indonésie à la Turquie, au Sénégal, pas simplement les sociétés arabes. Il reste moins de 10 minutes au débat. J'aimerais bien poser... Simplement qu'on reconnaisse quand même qu'il y a des sociétés qui ont envie d'être pour le pluralisme. C'est dans le fond pourquoi les Tunisiens ont choisi Ennahda comme parti. Beaucoup disent on a choisi ce parti parce qu'il marquait la rupture, parce que c'était ces partis, précisément des partis islamistes, qui avaient beaucoup été persécutés sous Ben Ali. C'est aussi une réaffirmation de son identité musulmane. Est-ce qu'on peut aussi lire ce vote comme ça? Il y a plusieurs causes. Une, c'est vrai, ils ont été persécutés et torturés pendant longtemps. Une autre, c'est qu'ils veulent revenir à des principes qui sont ceux de la société, c'est-à-dire les références, et en même temps rester ouverts. Exactement la même chose. Après 60 ans de laïcité imposée en Turquie, eh ben c'est l'AKP qui vient au pouvoir. Pourquoi? Parce que des peuples vous disent on peut être moderne en restant nous-mêmes, mais laissez-nous être nous-mêmes, au lieu de vouloir que l'on soit moderne à votre façon. Il faut qu'en Europe, on entende ça, il faut qu'aux États-Unis, on l'entende, et qu'aujourd'hui, c'est une certaine légitimité. Et le discours de l'INA peut être extrêmement séduisant pour l'oreille occidentale, il est un discours parmi une dizaine d'autres, et les autres sont aussi légitimes que celui-ci. Alors, on connaît le code du statut personnel en Tunisie, c'est un code qui existe depuis 1956, je crois, sous Bourguiba. Ce code est assez simple à comprendre. C'est qu'il décrète l'égalité entre hommes et femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez qu'on touche à ça, qu'on touche aux droits des femmes? Oui, je m'inquiète par rapport à ça, surtout après certaines déclarations. Comme vous l'avez dit, ce code du statut personnel promulgué le 13 août 1956, oui, garantit l'égalité. Bon, ce n'est pas une égalité totale entre les hommes et les femmes parce qu'il y a toujours la question de l'héritage et plusieurs autres questions où il n'y a pas d'égalité. Mais voilà, j'ai peur quand M. Rachid Ranouchi déclare qu'il ne va pas interdire la polygamie ou qu'il va interdire l'adoption, oui, je m'inquiète. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Parce que le code... Il a souvent été instrumentalisé pour montrer comment on avait évolué en Tunisie. Mais vous savez comme moi qu'en Tunisie, entre la loi que l'on avait prescrite et les habitudes et les attitudes des Tunisiens et des Tunisiennes, il y avait encore beaucoup de travail à faire pour que la femme ait le même statut, et en particulier sur les questions de l'emploi, même compétences, même salaire. Donc plutôt que d'avoir simplement peur de ce qu'ils peuvent faire, d'ailleurs eux ils annoncent qu'ils ne vont pas changer. Il faut les prendre
à la lettre et il faut voir ce qu'ils vont faire. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, la question de la femme dans les sociétés majoritairement musulmanes ne se décrète pas par la loi seulement, elle se décrète par des processus éducatifs et d'engagement. Raison pour laquelle il faut saluer la présence de femmes dans les processus de soulèvement. Mais il faut aller plus loin simplement que de parler de structure et de loi. On avait de très belles lois, mais on continue à avoir de la discrimination vis-à-vis des femmes en Tunisie jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'égalité n'existe pas vraiment, mais voilà. Pas simplement sur les questions d'héritage, sur les questions d'éducation, sur les questions de travail et de salaire. La question identitaire est très importante, oui. Voilà, par rapport. Mais ces textes garantissaient une certaine égalité. Oui, moi, la polygamie me dérange. La question de l'adoption me dérange. Que va-t-on faire de ces enfants si on va interdire l'adoption, aussi on va condamner les mères célibataires? Non, tout ça me dérange. Il y a eu des déclarations par rapport à ça. Je ne parle pas du néant. La question identitaire, vous disiez? Oui, c'est une dimension, on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être il vaut mieux l'aborder. L'islam joue aussi un rôle identitaire important. Peut-être moins en Tunisie, c'est moins évident, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une société sans autre, carrément. Mais en Égypte, par exemple, il se pose la question, est-ce qu'on peut être égyptien sans être musulman? Ce qui risque d'exclure de la communauté nationale 10% de la population. Et les nationalismes arabes... 10% de la population qui sont coptes, hein. Exactement. Ça fait 7 millions de personnes, le nationalisme arabe a été élaboré au 19e, 20e siècle, entre autres, pour dépasser ces dimensions-là, pour se trouver ensemble, entre chrétiens, juifs et musulmans, et plus tard chrétiens et arabes, quand les juifs sont disparus. Et donc, cette question-là revient aujourd'hui, et je crois que c'est une dimension très importante. C'est aussi un questionnement qui est très important en Syrie. Sur la place des minorités, vous dites la place des minorités. Sur le rôle de l'islam comme verrou identitaire de certaines identités nationales. Tariq Ramadan, est-ce qu'on peut être égyptien sans être musulman? Bien sûr, on peut être égyptien sans être musulman, on peut être copte, il y a des agnostiques. Les massacres des non, attention, là, le processus de soulèvement a vu ensemble des coptes et des musulmans sur la place Tahrir, ils étaient ensemble. Les derniers événements, c'est là où vous voyez, il faut complexifier les choses. Les derniers événements qui ont vu la mort de coptes et le fait d'avoir attaqué des coptes sont le fait de l'armée. C'est-à-dire que l'armée a joué sur les divisions entre les musulmans et les coptes, et ça on le sait. Et même le président Sadat, au moment où il ne sait plus comment tenir son peuple, il dit on va séparer le sud chrétien de l'Égypte. On joue sur ces divisions-là. Et là, vous avez raison, ça n'est pas parce qu'il y a un jeu politique de l'armée ou de quiconque ou des dictateurs qu'il faut minimiser la question de la citoyenneté égalitaire. Alors vous avez parlé d'Israël qui a beaucoup à faire là-dessus, énormément, et il faut que les sociétés arabes fassent de la même façon. Mona Abdelwahad, concernant les coptes et la place des chrétiens dans votre pays. Les craintes des uns et des autres, c'est tout le travail démocratique à faire. Il ne suffit pas de faire chuter la tête d'un régime pour que le régime chute. C'est là tout le travail qu'il y a à faire. C'est ça la démocratie. Nous sommes dans les balbutiements de la démocratie. Nous savons pertinemment en Égypte que les progressistes auront très peu de sièges. Ils auront très peu de chance. Et là, je suis d'accord, laissons les islamistes arriver au pouvoir, ceux qui les financent, ne pourront pas les financer à vie. Jugeons-les sur pièce, comme l'a dit M. Ramadan. Laissez-les faire face les islamistes ou n'importe qui, pour moi, on juge les gens sur pièce, quels qu'ils soient. C'est le sujet du débat, c'est le montée de l'islamisme. Donc c'est là tout le travail démocratique à faire. Il ne suffit pas de descendre dans la rue, de faire une révolution, d'enlever la tête d'un régime, et puis voilà, on rentre chez nous, on regarde la télé, et puis tout est fait. Non, c'est le début du travail, et il faut le continuer jusqu'au bout. Et je profite, parce que je pense que le temps de l'antenne est terminé, j'adresse un petit message à tous les Égyptiens de l'étranger, je vous prie. Allez voter. Allez voter. On espère qu'ils entendront votre message. Monsieur Mohamedou ? Oui, bon, sur la question du fait religieux, je crois que c'est important d'abord de pointer du doigt le fait que citoyenneté et piété ne sont pas antinomiques, et ça vaut pour toutes les religions, c'est très important. Mais vous posez la question centrale, c'est-à-dire pourquoi ces gens ont voté, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La complexité de ce printemps arabe. Après 8 mois, nous avons 3 éléments qui sont clairement visibles. 1, plus de démocratie, clairement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement qui est régional et qui est historique, et qui imprime
son empreinte sur tout le monde, des indignados jusqu'au Occupy Wall Street, c'est-à-dire une véritable transformation mondiale. Deuxièmement, plus de conservatisme, il faut en prendre acte, et ce n'est pas particulier à cet événement. Régulièrement, on le voit dans l'histoire des révolutions qui produisent justement ce genre de résultats, et plus problématique, plus de conflictualité. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème sur le long. En Libye, on en a parlé, en Syrie, c'est le cas. La situation au Yémen n'est pas résolue et d'autres théâtres dans lesquels, au Bahreïn. Donc il y a cette conflictualité et la dimension la plus problématique. Ce n'était pas notre sujet ce soir, mais je pense qu'il faut en prendre acte puisque l'idée c'est de faire le point sur le printemps arabe. Alors le mot de la fin pour vous, Lina Benmeni, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre pays, la Tunisie ? Je souhaite qu'on réussira à avoir une vraie démocratie, qu'on aura cette stabilité économique. Je ne peux pas anticiper les choses, ça dépendra de plusieurs facteurs. Là, le peuple a choisi, je respecte le choix du peuple et je reste vigilante, observatrice et voilà. Et je précise encore qu'au-delà de votre blog, vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps arabe, qui est édité aux éditions Indigènes. Voilà, merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité à Infrarouge. Tout autre débat, nous recevrons les 4 candidats socialistes à la succession de Micheline Calmiret. Merci de votre fidélité et à très bientôt.